Écrivains, cinéastes, musiciens, l'écriture occupe une place centrale dans leur démarche. Des autrices et des auteurs du monde entier nous font découvrir les coulisses de leur création, la genèse de leur œuvre et comment les grandes questions politiques et culturelles de l'époque influent sur ce qu'ils ont envie de raconter. Bienvenue dans La Fabrique, un podcast Friction. Je suis Walid Ajar Rachedi et j'ai le plaisir d'animer ce podcast avec Clarisse Gorokoff. Bonjour Clarisse. Bonjour Walid. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'écrivaine et journaliste Jennifer Murzo qui vient de publier Le cœur et le chaos aux éditions Julliard. Un roman qui scande l'époque. Sur fond d'effondrement, 3 personnages en quête de sens confrontent leur solitude pour mieux se trouver eux-mêmes. Jennifer, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, merci à vous. Jennifer Murzo, vous êtes un être humain de sexe féminin, autrement dit une femme. Vous avez une fille, donc vous êtes une mère de sexe féminin également. Vous vous déplacez à vélo car pour vous, je cite, c'est la liberté. Pour Delacroix, la liberté avait de gros nichons. Pour Jennifer Murzo, elle a de grosses chambres à air. Vous ne faites pas d'allergie au chat puisque vous en avez un. Il pèse sans doute un poids de chat nourri par une maîtresse occidentale bienveillante. Et je suppose que pour l'avoir appelé Zelig, c'est que vous ne zozotez pas. On va vérifier ça dans peu de temps, mais si vous êtes là, ce n'est pas seulement pour passer un test orthophonique, c'est aussi et surtout parce que vous écrivez des livres et qu'ici à La Fabrique, on a lu votre dernier livre, dont le titre, sobre et sombre, beau et profond, sonne un peu comme un titre de Faulkner. 92 ans après Le bruit et la fureur, Jennifer Murzo nous offre donc Le cœur et le chaos, avec une magnifique allitération qui cogne. Contre quoi cogne ce livre ? Avant de laisser Jennifer répondre à cette question, on a une question, je me répète. Donc on a une question un peu rituelle qu'on pose aux auteurs ici chez Friction. Quel est votre premier souvenir d'écriture ? D'écriture, un truc que j'aurais écrit moi ? Oui, comment ça commence ? Jennifer Begins, c'est comment ? J'ai écrit moi, je fais pas partie de ces auteurs qui étaient de grands graphomanes ou qui écrivaient beaucoup dès leur plus tendre âge. J'y suis venue relativement tardivement, vers 25 ans. En revanche, j'ai écrit un poème qui s'appelle La vie, très sobrement, en 94. Je le dis parce que je l'ai retrouvé imprimé extrêmement mignonnement par Feu mon grand-père dans un album il y a 1 mois et demi, donc j'ai pu relire ce poème que je vais vous interpréter. Enfin, juste la première strophe, enfin le premier vers. C'est « La vie, elle arrive, elle repart ». Voilà. Et ensuite, c'est génial, ça monte en puissance, mais voilà, je m'arrêterai là. Donc, c'est mon premier souvenir d'écriture. C'est pas le plus glorieux, mais c'est la vérité. Voilà. Donc déjà, le sens de la concision et de la formule bien saisie. Absolument. Et comme un ou une bonne journaliste, d'ailleurs, que vous êtes aussi par ailleurs dans la vie. Non, je suis pas une bonne journaliste. C'est pas vrai. Une journaliste que vous êtes, en tout cas, une journaliste indépendante. Et du coup, bon, évidemment, son exercice sont très différents. La fiction, le roman, le récit... le journalisme, et quel rapport vous entretenez entre les deux, voire les 3 disciplines, et si on considère que le récit est encore une discipline un peu tierce par rapport à la fiction ? Alors, c'est un enrichissement mutuel, c'est-à-dire que je suis plus vraiment journaliste pour être tout à fait transparente. Il m'arrive encore de faire des entretiens avec des auteurs dont la pensée, la réflexion, l'approche m'intéresse et dont j'ai envie, que j'ai envie de mettre en lumière. Mais donc du coup, c'est de plus en plus épisodique. Et avant, quand j'étais plus régulièrement journaliste, je le faisais pour ce qu'on appelle le journalisme de solution ou d'impact. L'idée, c'était de décrypter l'époque et de montrer que on pouvait emprunter d'autres voies, dessiner, accorder de l'importance à des alternatives. Et donc, à ce titre, je me suis beaucoup renseignée sur l'époque. J'en ai pas mal scruté les dérives et les méandres. Et ça a beaucoup nourri mon travail d'écrivain parce que j'écris vraiment, mon terreau, c'est vraiment l'époque et les dérives donc, de celle-ci et principalement de notre système économique qui tente à gouverner nos vies jusque dans ses parcelles les plus intimes et qui crée de l'aliénation et qui crée de la frustration et qui crée de la douleur, de l'exploitation. Enfin, c'est un puits sans fond d'inspiration, malheureusement. Et je pense que tant que les choses n'auront pas vraiment changé, je ne pourrai pas écrire sur autre chose. Donc, j'ai pas mal de belles années d'écriture devant moi parce que le changement n'a pas l'air... c'est un peu mou du genou, les changements. Mais donc voilà, du coup, tout ça se nourrit.
Et le journalisme m'a beaucoup aidé à bien connaître un certain nombre de sujets qui me semblaient fondamentaux. Et comme j'ai une approche très réaliste, enfin en tout cas j'ai cette prétention d'écrire des romans réalistes, c'était important de se fonder sur une vraie connaissance d'un certain nombre de caractéristiques de notre époque. Donc justement, dans cette démarche réaliste, en tant qu'autrice, euh, quelles différentes approches vous avez entre, par exemple, votre livre La vie dans les bois versus le cœur et le chaos? Est-ce que vous approchez ces deux types d'exercices différemment, ces deux types Oui. d'œuvres différemment? Comment est-ce que vous y prenez? Complètement. En fait, La vie dans les bois, c'était un récit. C'est la première fois que j'écrivais une œuvre de non-fiction. Avant ça, j'avais publié 3 romans, donc c'était vraiment de la fiction. Et le cœur La vie dans les bois, au début, je voulais que... Enfin, ça s'appelait pas du tout comme ça. Je voulais mener une réflexion sur la déconnexion de l'humain et de la nature, en remonter un peu le fil pour trouver les fondements de cette déconnexion qui aujourd'hui est assez paroxystique et un peu en train de nous tuer. À chaque fois, ce sont des sujets qui sont présents dans mes livres, l'écologie, le rapport à la nature, l'effondrement d'un rapport au monde un peu harmonieux de l'humain et de son environnement. Bon, ce sont des sujets que je traite, et qui sont présents d'ailleurs dans Le cœur et le chaos. Mais là, j'avais besoin d'être très frontale. J'avais vraiment envie d'écrire un essai assez académique, avec des chiffres, avec des études, avec des penseurs. Et c'est quelque chose que me permettait moins... le roman me permettait moins une approche frontale de tout ça. Donc c'est pour ça que je voulais faire un essai. Et puis j'ai mon éditeur c'était dans une autre maison, c'est Guillaume Allary, chez Allary Éditions, a un peu fait dévier le projet. Il m'a demandé de rendre les choses d'avoir un point de vue plus personnel sur toutes ces questions. Et donc, pour traiter toutes ces questions, je suis partie dans les bois sans rien, pour voir ce que ça donnait que d'être totalement démunie avec rien du tout, sinon les ressources présentes sur place. Voilà ce que ça donne, comment on s'en sort quand on est une urbaine comme moi. Et donc, c'était une espèce d'écrin qui permettait de traiter toutes les questions que j'évoquais plus tôt. Donc, c'est pas du tout la même approche pour moi, parce que déjà, ça allait beaucoup plus vite d'écrire La vie dans les bois, parce que j'écrivais des choses que j'avais vécues. Et puis, j'étayais tout ça de la pensée d'autres gens. Mais c'est pas le même exercice que de créer à chaque page un univers fictionnel qui donc n'existe que dans son imagination. Enfin, même si évidemment on puise dans ses expériences et dans parfois des souvenirs. Mais on sublime enfin en tout cas moi je sublime beaucoup plus, et je fais un travail beaucoup plus intense d'imagination et je considère que l'écriture est beaucoup plus difficile quand c'est de la fiction que quand il s'agit de raconter un truc qu'on a vécu. Donc c'était pas du tout la même approche. Et est-ce que justement ce qui participe à cette difficulté, c'est aussi l'ambition de l'écrivain, qui est considéré un peu comme noble, de justement être capable de croquer, de saisir les névroses de ses contemporains et de les mettre en scène de manière à la fois très intime et en même temps objective, de sorte à ce que tout le monde puisse s'identifier à ces névroses ou à ces zones de turbulence, on va dire, comme ce qui est le cas dans Le cœur et le chaos? Oui, ça c'est une ambition très forte pour moi, très importante, très centrale dans mon travail. C'est-à-dire que j'essaye effectivement de donner à voir l'époque telle que moi je l'aperçois et telle qu'elle est à certains égards, parce que comme tu le dis, il y a une dimension objective quand même quand on écrit, même si ça passe par le prisme de l'auteur. Et oui, c'est très central. Cette ambition est très centrale pour moi, et elle est parfois assez difficile à mener, parce que, en effet, la littérature, moi, je le vis comme ça, touche au cœur. Et c'est ce que je trouve intéressant, et c'est pourquoi je pense que les artistes, et notamment les écrivains, ont aujourd'hui une grande responsabilité dans cette prise de conscience vis-à-vis du fait que les choses vont mal et que d'autres voies sont possibles, et qu'il est absolument urgent d'agir et de changer nos modèles, et notamment nos modèles de consommation, nos modèles économiques. Je pense que la littérature peut être plus puissante et avoir un impact plus fort que des discours politiques ou des essais de sciences humaines, parce qu'elle touche au tréfonds de l'âme un peu. Et donc, effectivement, en tant qu'auteur, j'essaye d'aller... Mais ça me fait bizarre de formuler les choses comme ça, parce que quand j'écris, j'y pense pas du tout, pour le coup. Parce que je pense que si je me demande comment je vais réussir à créer de l'émotion ou une vraie identification
de mon lecteur, je pense que ça inhibe complètement. C'est comme quand on se demande comment on fait pour marcher, on tombe. Donc c'est pas une réflexion qui est présente lorsque j'écris. J'ai un rapport à l'écriture assez immédiat et assez naturel. Cependant, si je décortique, je suis d'accord avec cette définition de l'écriture. Mais je le vis pas à chaque mot. En revanche, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que c'est plus difficile de créer un univers fictionnel parce que ça nécessite d'avoir tout un monde parallèle en tête à chaque instant quand on écrit, alors que quand on écrit un truc qu'on a vécu, bon, on a moins à fouiller et on a moins à puiser dans cette profusion qui n'existe pas, quoi. On va lire un petit extrait justement qui met en scène ce mouvement d'oscillation entre le désespoir et en même temps le désir d'un renouveau. Je suis en pleine montée d'euphorie et ça me rend volubile. Je suis d'accord pour cette perte de contrôle et je parle. Alice me donne envie de retenter un truc, d'aller chercher la liberté avec les dents quelque part avec elle, avec d'autres. Je suis obligée de fermer un œil parce que je la vois en 2 exemplaires. Elle se moque de moi. J'ai beau voir double, je crois à ce que je dis et je trouve ça bon et joyeux de le dire. J'ai laissé la dépression m'isoler, mais la vérité, c'est que je n'ai pas fait le deuil de la vie, du vivant, de la beauté et de l'amour. Là, pour créer ces 3 personnages, donc Iris, cette femme âgée, Alice et Aurélien Trélox, qui sont en apparence très différents, mais qui finalement, à mesure qu'on lit le livre, on voit aussi un petit peu ce qui les innerve tous les 3 et qui les rend assez familiers. Pour planter des personnages comme ça, quelle est la partie dans quelle partie l'écrivain puise en soi et dans quelle partie c'est plutôt le journaliste, la journaliste en vous qui s'inspire de l'époque et comment vous faites fusionner le côté justement intime, émotion et objectif de névrose qui existe et qui disent quelque chose de l'époque. Je pense que quand on écrit, je pense que je ne vous apprends rien. Nécessairement, on transmet à ces personnages des choses qu'on ressent, une vision du monde, etc. Donc je pense que mes personnages, ils sont tous les 3 un peu le réceptacle de certaines choses qui me caractérisent, même si ce sont des personnages purement fictionnels et que rien de ce qu'ils vivent dans le livre n'ont été des expériences personnelles. Mais je pense... Pas de ZAD alors. Pas de ZAD, pas de rapport frénétique à des sites adultères et pas d'Alzheimer pour l'instant. Mais tout ça peut arriver. Hein. Enfin, je préférais commencer par la ZAD à tout prendre, mais voilà, tout ça peut arriver. Mais donc oui, donc ces personnages, ils sont un peu une projection de mes inquiétudes, de mes névroses, de mes espoirs, de mes désirs. Et en même temps, il s'ancre dans un monde, en effet, où je dirais pas que j'ai une approche journalistique pour en parler. J'ai une approche aussi d'individu, quoi, qui est poreuse, qui se renseigne, mais je fais pas valoir. Enfin, j'ai pas l'impression que mon passif journalistique constitue vraiment un apport dans ce livre. En revanche, c'est vrai que je me renseigne beaucoup et je le fais sans cesse et je pense que je le ferai jusqu'à ce qu'Alzheimer m'emporte parce que c'est très important pour moi de décoder. Pour ne pas subir, c'est ma grande marotte. Je ne veux pas avoir le sentiment de subir mon existence et j'ai l'impression que plus on comprend les rouages de ce qui nous meut parfois ou de ce qui s'impose à nous ou de ce qu'est le monde, moins on le subit. Donc voilà, mais c'est pas vraiment une approche journalistique, c'est plus une approche de tentative de compréhension du monde. Alors, justement, par rapport à ça, j'ai 2 choses sur lesquelles je vais rebondir. Effectivement, ce que je trouvais très intéressant dans cette écriture, c'est que vous expliquez pas en fait cet effondrement d'où il vient. C'est-à-dire que c'est plutôt un état des lieux. On voit ces personnages qui sont dans ce Paris caniculaire où il y a une sorte de chaos qu'on sent s'installer, mais sans vraiment nous expliquer pourquoi. Vous avez un certain nombre de groupes qu'on identifie, etc. Mais sans justement tentative ou envie d'explication. Et j'imagine que justement, ça peut être tentant justement de vouloir expliquer d'où ça vient. Est-ce que vous avez eu cette tentation-là ? Si, en effet, mais je voulais pas que ce soit laborieux parce que je voulais que ça reste un livre sensoriel, un livre où ça palpite, un livre très humain, un livre où c'est le corps qui réagit beaucoup et tout ça. Et donc, je voulais pas rentrer dans des explications, d'autant que tout passe par mes personnages puisque j'écris à la première personne du singulier. Donc, s'il avait fallu que j'explique tout ce qui se passait,
ça aurait voulu dire qu'un de mes personnages était très très au fait de tout ce qui se passait. Or, dans le livre, en effet, il y a plusieurs choses qui vont arriver simultanément. Comment dirais-je, des coupures d'électricité. Ouais, des catastrophes climatiques, donc des inondations et des incendies. Et ce qui s'ensuit ensuite en termes de conséquences, donc des coupures d'électricité, ça c'est une chose. Et il y a une pénurie de pétrole. Et la pénurie de pétrole, c'était très important pour moi parce que ça, pareil, c'est je sais pas pourquoi je dis pareil, mais ça, c'est quelque chose qui nous menace objectivement. C'est-à-dire que le pic pétrolier a été atteint en 2008, que depuis, c'est de plus en plus difficile d'aller chercher du pétrole et ça devient une industrie extrêmement précaire, extrêmement dangereuse et compliquée. Or, elle nous irrigue, mais il suffit de regarder autour de nous. Tout est pétrole. C'est-à-dire que l'agriculture, là, cette table, il y a du pétrole. Il y en a dans mon sac à dos. Il y en a partout, malheureusement, du pétrole. Dans les médicaments, l'agriculture, aujourd'hui, on ne peut pas faire pousser des trucs. Malheureusement, on a tout misé là-dessus. Sur les machines, les engrais, tout ça, c'est du pétrole. Et donc, c'était très intéressant de dire, tiens, il y a une pénurie de pétrole. J'aurais pu l'expliquer. Je me suis pas mal intéressée à la collapsologie, j'ai lu comment tout peut s'effondrer, puis je suis beaucoup les activités d'un ingénieur qui s'appelle Jean-Marc Jancovici qui travaille sur les questions d'énergie et qui s'intéresse beaucoup à la potentialité des pénuries. Et donc, il y a 1000 raisons qui pourraient conduire à une pénurie de pétrole. Et ce qui m'intéressait, c'était les conséquences. Parce qu'à partir du moment où il y a un grain de sable dans le mécanisme, c'est un marasme absolu parce qu'on a tout misé. On a mis tous nos œufs dans le même panier, c'est-à-dire le pétrole, en gros, je caricature, mais c'est un peu ça, le pétrole et la croissance. Et malheureusement, et donc la globalisation, et donc des systèmes absolument pas résilients, etc. Et donc, dès qu'il y a un grain de sable, ça donne le marasme dans lequel se débattent un peu mes personnages. Et justement, donc ces 3 personnages, on voit bien que c'est 3 personnages qui sont assez épuisés de vivre, épuisés par leur époque, épuisés par leurs contemporains, et épuisés même par leurs propres désirs. Ils en ont encore quelques-uns, mais même les désirs semblent peser sur leurs épaules. Et quand on vous écoute, on a l'impression, on sent que vous êtes une femme engagée et qu'il y a vraiment pour vous un enjeu dans votre écriture et dans votre vie personnelle à dénoncer toutes ces dérives, toutes ces catastrophes en cours. Et donc, la question que je voulais vous poser, c'est cet épuisement-là que vous mettez en scène à travers ces 3 personnages. Est-ce que ce n'est pas un petit peu le contraire du moteur individuel d'abord et collectif dont on a besoin pour changer les choses ? Cet épuisement, c'était aussi un peu le mien. C'est-à-dire que quand on est conscient, et de plus en plus de gens le sont, quand on est conscient de l'état du monde et de l'état des choses actuelles, et quand on voit en face l'inertie des pouvoirs publics et cette absence de changement, et quand on est conscient du degré d'urgence, mais incroyable auquel on fait face, parfois ça rend fou, parfois c'est très difficile de vivre ça sereinement et sans psychotrope. Donc ça, c'est une chose, c'est-à-dire que j'ai projeté sur eux des angoisses qui sont parfois assez vertigineuses. En plus, surtout quand j'ai eu la prétention de me reproduire et à ce titre, j'ai une responsabilité énorme. Et je savais déjà l'état du monde avant de décider de faire mon enfant. Enfin, quand j'ai décidé de le faire, je l'ai fait quand même en me disant si je fais pas d'enfant et que les autres continuent à en faire, à quoi bon ça, il faut que je m'inscrive aussi dans cette humanité et que je me dise qu'on a peut-être un rôle à jouer. Bref. J'ai trouvé de bonnes raisons de faire un enfant. Je suis extrêmement heureuse qu'elle existe, mais c'est terrorisant. Parce que pour de vrai, ce qui arrive, ça va être très compliqué. Il y a un aveuglement généralisé qui est très problématique. Donc cet épuisement que vous décrivez, il existe. Mais il est transcendé. C'est-à-dire que entre le début et la fin du livre, ces personnages vont quand même céder. C'est vraiment un livre sur la rencontre, c'est-à-dire la rencontre au sens philosophique, celle qui fait qu'on sort de soi pour se projeter vers l'autre, pour le rencontrer, pour rentrer en résonance avec lui et donc avec le monde. Et donc c'est une réflexion sur ce qui fonde l'humanité, à savoir faire collectif,
favoriser l'intelligence collective, favoriser une émulation. Et ça commence par la relation interpersonnelle entre deux personnes. Je pense que ça commence tout petit. Donc mes personnages, ils sont pas blasés jusqu'au bout. J'écris jamais pour paralyser mon lecteur ou pour lui dire c'est foutu. Ça m'intéresserait pas du tout de faire ça. Je crois encore une fois, j'en suis persuadée que des issues sont possibles. Je pense que la plupart des gens en ont ras-le-bol en ce moment. Seulement, ils ne savent pas très bien comment commencer. Ils ne savent pas. Moi-même, je prétends pas détenir les solutions et je prétends pas vivre en harmonie avec mon engagement. Tout ça est très dissonant. Mais L'iPhone, mais pas de burger. Ouais, vous aviez lu ça. Oui, mais c'était dans La vie dans les bois. Mais toujours est-il que je crois que un monde beaucoup plus désirable existe et qu'il est essentiel de présenter cela en premier lieu aux gens. Parce qu'à un moment, je cite Deleuze dans le livre qui dit on ne fait pas la révolution par devoir, on la fait par désir. C'est vrai que si on demande à des gens de faire la révolution parce que sinon on va tous crever, personne n'a envie de faire ça. Et moi, je suis persuadée qu'au-delà du fait qu'effectivement on assurerait la survie de l'espèce en engageant de vraies révolutions, on arriverait surtout à un degré d'humanité et d'épanouissement collectif qui n'aurait jamais été atteint par le passé, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses d'un point de vue sociétal, économique, environnemental pour faire en sorte que cette humanité vive de manière plus harmonieuse. Et donc moi, je crois à cette société désirable, j'y crois sincèrement. J'ai vraiment appris à faire attention à ça quand j'ai eu ma fille, parce que moi j'ai un gros passif dépressif, j'étais jamais contente et tout ça. Encore maintenant, je suis parfois accablée et puis bon, voilà. Mais bon, il y avait un truc qui m'inquiétait énormément quand elle est née, parce que j'ai fait un baby blues carabiné qui n'a pas duré très longtemps, mais qui a été massif, et j'arrêtais pas de pleurer, tout ça, et je me disais que j'avais déconné, que j'aurais pas dû, j'étais trop contente, je la trouvais sublime et tout ça, mais je me disais quelle responsabilité et tout ça, et surtout je me disais, j'aurais pas dû, je suis pas assez solaire, c'est le truc qui me revenait tout le temps, qui est un mot en plus que je n'employais jamais avant, mais je sais pas pourquoi, là ça m'obsédait, je me disais, je suis pas assez solaire, comment je vais faire pour lui transmettre la joie, alors que moi-même j'ai l'impression d'y avoir si peu accès, d'être aussi peu capable de la convoquer. Et puis le baby blues, les hormones ont dû remonter, j'en sais rien, au bout de 6 jours c'était plié. Mais restait en moi ce truc de mais peut-être que mon rôle premier auprès de cet enfant, c'est de lui transmettre le goût de la joie, de l'existence, dans justement toute sa simplicité et dans cette certaine forme de dénuement. On n'a pas besoin ni de beaucoup d'argent, ni d'un décorum extraordinaire pour accéder à des belles choses. Et je pense que j'ai jamais été aussi attentive à la beauté du monde. Et par exemple, moi je suis extatique à chaque printemps, les petits bourgeons et tout ça, ça me rend dingue de joie. Les oiseaux, enfin tout un tas de conneries. J'y accorde une importance capitale. Et particulièrement depuis 6 ans qu'elle existe. Et donc, je pense que ça, pareil, c'est de la vigilance aussi, quelque part. C'est décider d'accorder de manière vigilante de l'importance aux choses qui nous entourent et qui sont belles. Elles sont quand même très nombreuses. On a beaucoup de chance. C'est pas le cas partout dans le monde. Et parfois, c'est assez accablant de se dire, putain, il y a des gens qui vivent des existences, mais tellement cauchemardesques, mais c'est pas une raison pour pas profiter. Ça serait débile de dire parce que d'autres vivent des conditions atroces, ne prêtons pas attention à ce qui est beau ici. Ici, on a beaucoup de chance quand même pour la plupart d'entre nous. Du coup, 5 livres en 10 ans, un passé de journaliste indépendante, maman d'une petite fille. En vrai, vous dormez quand ? Oh là là, mais je dors tout le temps. Ah non, dit comme ça a l'air d'être fou, mais moi, elle est hyper molle, ma carrière. Hein. Franchement, je suis pas quelqu'un qui cravache, qui... Non, vous pourriez dire ce genre de truc à plein d'autres gens, mais moi, c'est vraiment pas adapté, ça me paraît pas du tout adapté. Je me vis vraiment comme une grosse glandue. Et bon, pourtant, je fais quand même des choses. C'est vrai que j'ai écrit 5 livres, mais bon, en 10 ans, c'est pas non plus dingo. Et non, je dors très bien. Non, je dors très mal, d'ailleurs, depuis quelques temps. Comme pardon. un Français sur 2, apparemment. Ouais, je dors très mal depuis quelques années, enfin, depuis 2 ans, je crois. Mais beaucoup. Et puis surtout, moi, je passe pas mal de temps à faire rien. Et c'est un plaidoyer en faveur de la contemplation et de l'oisiveté. Et ça, c'est fantastique. Et je pense que c'est à la portée de beaucoup de gens, parce je pense qu'on a tous quand même des loisirs. En France, on a cette chance, pour certains.
Enfin, ouais, bon, voilà, il y a les 35 heures et tout ça. On a quand même on a quand même un peu de temps parfois pour soi. Et c'est vrai que on se sent, j'ai l'impression, toujours obligé d'honorer cette espèce de tourbillon d'activités. Et quand on n'est pas en train de faire des trucs à droite, à gauche, on regarde compulsivement des choses sur Netflix et tout ça. Et ça, moi, j'essaye, je le fais aussi, hein, bien sûr, je ne suis pas au-dessus de la mêlée. Mais j'essaye de, parfois, et de combattre la culpabilité qui est liée à ce genre d'activité, de juste regarder par la fenêtre. Mais vraiment de manière hyper molle, et je suis comme ça sur mon lit, et juste je regarde par la fenêtre. Et c'est une forme de méditation, je crois, en fait, sans la musique New Age. Mais ça, c'est très, très important. Donc, du coup, je me vis pas du tout comme quelqu'un, alors carriériste, pas du tout. Je saurais même pas dire ce que c'est que ma carrière, mais même si j'ai des ambitions littéraires et que j'espère bien écrire jusqu'à la fin. Mais bon, j'ai pas vraiment cette approche. Et puis surtout, je me vis pas du tout comme quelqu'un qui produit énormément. Je passe du temps à faire rien, parfois. Et par rapport justement à ce désir et ce besoin de contemplation qui est absolument crucial pour tout le monde, et donc ce désir de se soustraire du monde, et en même temps tout ce que vous mettez en scène, c'est aussi la nécessité et l'urgence de s'impliquer 3 fois plus dans le monde. On en est là aujourd'hui, est-ce qu'on est tiraillé entre je veux hiberner ou je veux me soustraire du monde, et il faudrait peut-être qu'on mette les bouchées doubles justement pour s'entrelacer, comme disait Merleau-Ponty, ça fait un petit peu faillotte là, mais s'entrelacer dans la chair du monde et le retrouver, quoi, se le réapproprier, le réinventer. Mais je pense que l'un n'est pas exclusif de l'autre, et je pense que, n'exclut pas l'autre, et je pense que c'est important que les deux coexistent, et qu'il y ait des moments pour le repli et la contemplation, et une espèce de passage du temps un peu égoïste où on est seul avec soi-même, et ça permet de se demander ce qu'on fout là, quelle place on a envie de prendre. Enfin, c'est cette citation qui dit la solitude est à l'esprit ce que la diète est au corps. Ça fait du bien de s'extraire du monde pour mieux le retrouver de manière harmonieuse ensuite. Et effectivement, je pense qu'il est important de se sentir partie prenante, de se sentir partie d'un tout. Chose qui est de plus en plus difficile à faire en ce moment, parce qu'on est quand même dans un moment où, pour gérer cette crise sanitaire, on nous dit qu'il faut s'éloigner les uns des autres, qu'il faut se calfeutrer derrière des écrans. Donc ça, ce sont des choses qui sont malheureusement pas très propices à cet entremêlement qu'on évoquait. Mais bon, je veux croire qu'il reviendra, et qu'on peut le porter, on peut emporter l'idée en soi en attendant de pouvoir se retrouver pour de bon. Mais je pense qu'une bonne vie serait un équilibre un peu entre les deux, quoi. Et Netflix, bien sûr. Une bonne vie et Netflix, voilà tout un programme. Mais avant ça, on vous conseille la lecture du 5e roman de Jennifer Murzo, Le cœur et le chaos, disponible dans toutes les bonnes librairies. Sans doute aussi les mauvaises. Hein. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens disaient à chaque fois... Quelles sont vos influences musicales, les choses qui vous inspirent dans l'écriture ? Quand j'écris, alors Ouais. moi, quand j'écris, j'écoute tout le temps la même chose. C'est pas très intéressant, parce que je veux pas être distraite, et donc j'écoute beaucoup Massive Attack, parce que c'est planant, parce que je suis pas distraite par les paroles. J'écoute beaucoup tous les Beatles, pas parce que il y a pas de paroles ou que c'est planant, mais parce que je connais tellement bien que ça me parasite pas du tout. J'écoute beaucoup de musique classique, j'écoute beaucoup les nocturnes de Chopin, j'écoute beaucoup Schubert, voilà, pour les mêmes raisons, parce que ça met dans une espèce de transe. Rachmaninoff aussi. Voilà, j'évite les chansons françaises, j'évite les trucs trop entraînants. J'ai besoin de pas du tout être... la musique, parfois, c'est trop excitant, quoi. Donc, je cherche à ne pas être excitée. Je cherche à être très molle quand j'écris, voilà. Et est-ce que vous êtes plutôt du genre à ne rien lire pendant que vous écrivez, ou au contraire à vous nourrir Non, pas du tout. des belles nourritures terrestres, et justement Ouais. d'aller essayer de puiser dans le beau, dans ce qu'il y a dans d'autres œuvres ? Si, complètement. Je sais qu'il y a des écrivains qui n'aiment pas lire quand ils écrivent, parce que justement, ils ne veulent pas être parasités. C'est pas du tout mon cas. Moi, j'adore lire quand j'écris. Pour la bonne raison que je pense que j'écris parce que je lis, et que c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. J'ai écrit en tant que lectrice parce que j'aimais tant ce que me faisait la littérature, à quel point j'avais l'impression qu'elle éclatait
ma solitude, un sentiment d'isolement face au monde, tout un tas de choses qui étaient parfois douloureuses et qui faisaient qu'on se sentait moins seul quand on retrouvait ce genre d'état d'âme écrit par quelqu'un d'autre. Et donc j'ai été à partir de, pas particulièrement précoce non plus, encore une fois, j'ai commencé à lire beaucoup vers, je sais pas, je dirais 16-17 ans. Et puis j'ai tant lu que j'ai fini par vouloir écrire. Mais de fait, ça reste un moteur, même en phase d'écriture. Alors justement, vous parliez de ce désir d'écrire, ce désir de fiction. Et vous disiez aussi que vous avez finalement commencé à écrire relativement tard. Alors 25 ans, ce n'est pas tard, mais en tout cas par rapport à d'autres personnes qui s'estiment graphomanes depuis l'enfance. À quel moment vous êtes autorisé à écrire? À quel moment vous êtes dit, là j'y vais? Mais c'est une bonne question parce que la question de l'autorisation était fondamentale. J'avais un blocage dû à une espèce d'autodépréciation assez handicapante, un problème de légitimité. Écrire en France, c'est compliqué. Dans un pays de patrie littéraire, tout de suite se mesurer à des canons. Non, mais même sans penser à tous les grands auteurs qui ont fait de la France, qui lui ont donné la réputation qu'elle a. Au-delà de ça, j'étais même pas là-dedans. Je me disais juste, je suis qui en fait pour prendre la parole? Qui aurait envie d'écouter ce que j'ai envie de raconter? Et aujourd'hui, alors, vous êtes qui et pour maintenant, vraiment, franchement, je me dis, mais heureusement que je prends la parole. L'humanité avait besoin de moi. Donc, je suis passée d'un extrême à l'autre. Non, pas du tout, mais c'est-à-dire que j'ai dépassé ce blocage initial en me disant, peu importe, en fait, qui je suis pour prendre la parole. Il se trouve que j'ai envie de la prendre, qu'il me semble que j'ai des choses à dire. Je crois que j'apprends à les dire de mieux en mieux parce que je pense que mon premier roman était particulier. Il n'a pas du tout été retravaillé par l'éditeur en plus, donc il était particulièrement maladroit, empoulé. Je me regardais écrire. Il y avait énormément d'adverbes parce que j'avais peur de ne pas être comprise de mon lecteur. Je pensais de manière obsessionnelle à mon lecteur et puis à mon père ou à ma grand-mère qui allait lire et qui allait se dire que j'avais déjà fait l'amour. Et tout un tas de choses qui étaient très inhibantes. Et puis ça, on les dépasse et puis on s'améliore comme quand on pratique n'importe quelle discipline. Et donc, j'ai dépassé ce truc-là et le désir d'écrire n'est pas parti. Donc, du coup, je continue. Mais je ne considère pas que j'ai aujourd'hui... c'est-à-dire, j'allais dire, je ne considère pas que j'ai une légitimité particulière. Ce n'est pas le problème, en fait. Je me fous de ma légitimité. C'est-à-dire que je considère que j'ai le droit et que c'est bien que je le fasse. Je ne me demande pas si... La légitimité n'est pas un critère pertinent aujourd'hui. La légitimité ne se donne pas, elle s'arrache. Oui, ou pas, ou elle s'ignore. Enfin, voilà, moi je l'ignore, ça m'est égal. J'aime ça, c'est ce qui... J'ai l'impression, hormis ma vie privée, etc., mais j'ai l'impression que c'est ce qui me nourrit le plus en tant qu'activité professionnelle, artistique. C'est ce que j'aime le plus. Quand j'ai un livre en cours, j'ai, comme tous les auteurs, des moments de découragement intense et de trucs où je me dis mais ça n'a aucun sens. Bon, évidemment. Et pour autant, ce qui s'en dégage le plus, c'est quand même un intense sentiment de plaisir, de satisfaction d'avoir... l'impression de faire quelque chose. Donc mes 25 ans sont loin maintenant à mes yeux. Je me sens très à l'aise dans cet exercice. Et puis il y a aussi sans doute le plaisir de voir qu'on suscite immédiatement chez les autres soit des réflexions, qu'on ouvre des réflexions, soit qu'on génère des émotions. En tant qu'écrivain, c'est quand même important de se dire et de sentir qu'il y a un écho et un retour. Or, c'est le cas avec Le Cœur et le Chaos. Non pas que je stalk le succès du Cœur et du Chaos sur Instagram, mais il se trouve qu'on a pas mal de fans de lecture ou de gens qui lisent des bookstagrammeurs, je ne sais pas comment on dit, qui ont énormément chroniqué votre livre, et les critiques sont dithyrambiques. Et qu'est-ce que ça vous fait, cet écho, ce très très bon accueil des lecteurs? Ça me fait tout drôle parce que je pense que c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir le sentiment d'avoir touché au cœur des gens. Au milieu du chaos. Au milieu du chaos, bien sûr. Et j'avais déjà eu des critiques favorables ou des retours plutôt enthousiastes pour mes précédents livres, mais jamais j'avais eu cette ferveur. J'ai l'impression que je les ai touchés comme jamais j'avais réussi à toucher des gens. Donc ça rend extrêmement heureux. C'est très nouveau pour moi, honnêtement. Je le dis, ça a beau être mon 5e livre, c'est la première fois que ça m'arrive à ce point. Et je pense que je dois beaucoup à mon éditrice à cet égard, parce que c'est elle
En fait, on s'est vu la première fois sur la base de 50 pages que je lui avais envoyées, les 50 premières, c'est tout ce que j'avais à l'époque. Et elle trouvait ça intéressant et tout ça. Elle m'a posé beaucoup de questions, elle savait pas où je voulais aller. Et elle a pointé immédiatement, et elle a vraiment du nez, et c'est ce qui fait, je pense, la quintessence d'un bon éditeur, c'est de repérer ce genre de choses. Elle m'a dit, mais toi, tu cherches toujours à contourner l'émotion, tu veux pas y aller, quoi. De quoi as-tu peur ? Et j'ai dit, je pense que j'avais peur d'être ridicule, j'avais peur d'être maladroite, malhabile, et donc de donner à voir quelque chose de mélodramatique ou de pathétique, chose qui me révulse, dans lequel j'aurais surtout pas voulu sombrer. Et je pense que j'ai toujours eu peur, du coup, d'explorer l'émotion, de crainte d'être à côté, de tomber à côté, de pas réussir à sonder toute la complexité de l'émotion. Que ça a l'air fabriqué, justement. Exactement. Et puis elle m'a dit, mais vas-y, quoi. Et moi, j'aime bien quand on me dit vas-y, quoi. Ça me rassure tout de suite, quoi. Finalement, c'est vrai. Pourquoi se faire des nœuds dans la tête et avoir peur ? Et donc, je pense que je suis allée plus loin dans l'exploration de l'intimité de mes personnages, de ce qu'ils ressentaient. Et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir et finalement beaucoup de naturel. Et ça marche. En tout cas, ça marche. C'est pas non plus... On se calme, hein. Clarisse, c'est pas non plus le best-seller de la rentrée de mars. Mais c'est vrai qu'il y a des retours qui disent qu'apparemment, ça touche les gens. Donc ça, je suis... absolument enchantée. Et moi, je pense exactement que tu as prononcé les deux bons mots, que le principe de plaisir et le principe d'authenticité, ce sont déjà une manière d'être aligné avec ce qui nous inspire et de transmettre aussi aux autres beaucoup plus facilement. S'il n'y a pas de plaisir, on n'en transmet pas. Et s'il n'y a pas d'authenticité, ça peut avoir du succès, mais on sera quand même dans la fabrication d'un mensonge. Alors justement, puisqu'on parle de fabrique, est-ce que vous travaillez en ce moment sur un nouveau projet d'écriture ? Enfin, si vous en parlez, hein. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous anime plus spécialement ? Je ne suis pas animée en ce moment, mais il se trouve que je vais quand même avoir une activité littéraire. En fait, là, je viens de recevoir les épreuves d'un livre qui sortira à la rentrée littéraire prochaine. Alors, ce n'est pas du tout dans mes habitudes d'écrire autant. Mais je sais, là, des trucs se sont présentés. Je dis oui. Et en plus, c'était un super projet. C'est un ami écrivain qui s'appelle Gilles Marchand qui m'a proposé d'écrire pour la jeunesse avec lui. Il est venu me trouver parce qu'il voulait écrire sur l'écologie et qu'il savait que je maîtrisais bien le sujet. Et donc, ensemble, on a commencé à réfléchir à cette question. Est née une histoire très, très rapidement et très facilement. Elle porte un titre maintenant. Ça s'appelle Le Second Souffle et ça sortira donc à la rentrée de septembre, fin août prochain. Super. En tout cas, rendez-vous du coup à la prochaine rentrée littéraire pour Le Second Souffle. Et en attendant, Le Cœur et le Chaos, donc encore un très beau titre, roman de Jennifer Murzo aux éditions Julliard. Je pense qu'on arrive au terme de notre échange aujourd'hui. Oui, tout a été dit avec virtuosité et humour. Donc merci beaucoup Jennifer d'avoir été notre invitée. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir joué le jeu de la fabrique. Et on espère vous retrouver très bientôt pour un prochain numéro. Retrouvez l'ensemble de nos histoires, nos podcasts sur friction.co et sur toutes les plateformes de streaming. Merci, à bientôt.